Bonjour, chers amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Aujourd'hui, j'accueille pour ce genre qui est vraiment particulier, qui est vraiment très intéressant, avec lequel on peut imaginer des univers, pour lequel on prend des cartes, c'est vraiment encore plus que d'autres genres littéraires, créer un univers et on peut imaginer des choses, avoir certaines utopies, imaginer des royaumes, imaginer des politiques. Voilà, j'accueille Manon Kolanec. Bonjour Manon, Bonjour Mickaël, je suis très honoré de vous accueillir. Et d'ailleurs, ravi d'être là. merci, ça nous fait vraiment plaisir également. Et d'ailleurs, je vais vous donner j'ai préparé une petite lecture, justement parlant de politique, et ce qui est peut-être un message. Et voilà, alors voilà. J'accueille Manon Kolanec, je vais le lire. Avant cette petite lecture, je vais quand même vous montrer les livres pour lesquels je l'accueille. Les Gardiens des Mondes, tome 1, le livre d'Orgon aux éditions. Alors là, c'est en auto-édition. C'est en auto-édition. Tout à fait. Les trois ils sont en auto-édition, ceux-là. Oui. Alors le D'accord. premier tome était chez un éditeur et j'ai dû m'en aller au bout d'un an. Ah Voilà, ouais, donc ils sont j'ai en peut-être entendu un auto-édition. truc comme ça, c'est peut-être pour ça que je Voilà, pensais tout à que. fait. Voilà. Tome 2, La résurrection d'Azraël. C'est pas le chat de Gargamel pour ceux qui connaissent, mais tout le monde y aura pensé, je crois, ben, beaucoup de gens. Les Gardiens des Mondes, tome 3, Renégat. Et voilà. Alors, voilà. On va vous parler dans ce petit hommage, cette petite lecture que je fais avant de commencer l'interview, d'un grand leader, Assar. Assar, voilà. Et je vais vous parler de sa politique. On va voir un peu la politique qu'il promeut. Le Tridécien ferma doucement. Et pardon, la lecture est issue du tome 3, Les Gardiens des Mondes, tome 3, Renégat. Bon, on va commencer plutôt. La démocratie avait certes été instaurée, mais les conseillers élus avaient demandé à s'appuyer sur son avis et son expérience pour que le nouveau gouvernement ne s'écroule pas alors qu'il n'en était encore qu'aux fondations. L'édifice démocratique requérait du temps pour se mettre en place, et c'est tout ce qu'Assar faisait. Gagner du temps pour qu'un jour le peuple devienne seul maître de son destin, pour qu'un jour il soit éduqué et suffisamment sage pour jouir de sa liberté, celle qu'il leur avait offerte après des millénaires de monarchie. Certains criaient à l'utopie, se moquant de ses idéaux, comme s'il s'agissait d'une vaste blague que de chercher à rendre le monde meilleur. Azraël lui pensait différemment. S'il avait choisi de faire ses classes au sein de l'armée assaride, c'était parce qu'au-delà du fait qu'elle ait formé les meilleurs soldats du continent, Assar lui formait des desseins de justice, d'égalité et de liberté pour tous les hommes, et cela était sans doute les raisons les plus valables au monde pour se battre, du moins Azraël en était convaincu. Voilà, ben voilà, toute cette petite lecture pour vous dire, pour vous dire qu'on voit, et c'est assez admirable par rapport à ce qu'on voit actuellement, qu'on voit un dirigeant, le roi Assar, qui n'infantilise pas ces sujets, qui veut leur donner la liberté, qui veut redonner la liberté au peuple, qui veut que le peuple s'empare de la démocratie et que ce soit vraiment une vraie démocratie. C'est pas simplement les élections, la démocratie, c'est pas élire quelqu'un tous les 5 ou 7 ou 8 ans, c'est également que le peuple ait droit de citer et puisse donner son avis de temps en temps. Et c'est ce qu'on aimerait plus voir et c'est ce qu'on aimerait voir que cette soi-disant utopie, on aimerait que ça devienne un jour une réalité. Et ce qui est intéressant également dans ce livre, c'est que cet homme, ce Assar, comme on voit que c'est humain aussi, c'est très humain, très fort, et on voit des choses vraiment fortes dans ces Heroic Fantasy, c'est que Assar, cet homme si noble qui veut tout donner au peuple, qui est un sage, qui est quelqu'un de bon, on va le voir, et j'espère que ça vous donnera envie de lire le roman, on va le voir perdre pied, et parce qu'il va subir quelque chose de très fort, de terrible, et il va chercher la vengeance sur des gens qui n'y sont pour rien par rapport au malheur qu'il a. Et est-ce qu'il va redevenir le roi sage ou est-ce qu'il va se laisser tomber dans le côté obscur? Eh ben, j'espère que vous aurez la chance de lire Le Gardien des Mondes
pour le savoir. Alors voilà Manon, en tout cas félicitations pour ces bons moments, comme on le voit que vous m'avez donné et que vous avez donné, j'espère, à Merci, beaucoup de lecteurs, avec plaisir. j'espère. Alors vous aviez lu beaucoup d'Heroic Fantasy ou vous y êtes mis après avoir commencé? Alors pour le coup, j'étais restée, on va dire, sur les grands classiques. Bon, tout le monde connaît Tolkien, hein, bien sûr. Je l'apprends à personne. Donc Le Seigneur des Anneaux, bien sûr. Bon, Bilbo, qui est beaucoup plus simple, plus accessible. Donc celui que j'ai aussi lu en tête parce que c'est le plus récent que j'ai lu en tout cas. Bon après, bien sûr, les Harry Potter. Après, je suis pas certaine qu'on soit vraiment dans de Non, l'heroic pas fantasy pour tellement, le moi coup. j'aurais dit, c'est la Mais donc c'est sorcellerie, le monde magique, voilà, tout à fait. Mais donc c'est vrai, mais c'est avant pas les d'écrire, royaumes sauvages. non, tout à fait. Et avant d'écrire de la fantaisie, du coup, j'en ai lu peu. Alors, hormis ces grands classiques, bien sûr. Et c'est le fait d'en écrire qui m'a un peu ouvert les yeux sur ce genre de littérature qui me plaisait beaucoup, parce que moi, ça m'a débloqué dans l'écriture véritablement que d'écrire de la fantaisie. Et donc aujourd'hui, oui, j'en lis beaucoup aujourd'hui. Donc notamment Robin Hobb, dont je suis une grande fan. Voilà. Donc, on peut signaler également, alors je ne sais pas si, bon, ben, pour la plupart des gens, que celui qui a aussi bien été un des pionniers de l'heroic fantasy, c'est Robert E. Howard, qui a, qui a créé un héros, qui est d'ailleurs le héros de beaucoup de médias, qui est Conan le Barbare. On connaît D'accord. Conan le Barbare par les films avec Arnold Schwarzenegger, par les comics, peut-être, il y en a beaucoup peut-être qui connaissent par les comics, moi je les ai beaucoup par les comics. C'est pas, c'est un héros de bande dessinée, mais là ce que je vous en montre, c'est une bande dessinée francophone. Là, c'est pas mais bon, c'est plus des comics, Conan le Barbare. Mais là, il y a des auteurs français qui s'en ont emparés pour de la bande dessinée franco-belge. Il y a toute une collection là-dessus. Je sais pas, c'est Conan le Cimérien, le Colosse Noir. Mais il faut savoir qu'à l'origine, c'est des romans de Robert E. Howard. Ah, ça devait être dans les années 50 ou 60, je sais plus. Je sais même que Robert E. Howard, il s'est suicidé à un moment, c'est une histoire très triste, mais il a créé Conan le Barbare et c'était aussi de toute façon, après, on sait que Conan, il est roi dans son royaume et tout, c'est des histoires de royaume et, euh, et c'est vraiment, en fait, c'est pas le Conan dont on peut penser beaucoup dans les comics. Il paraît que c'était vraiment différent, mais ils l'ont repris. Maintenant, il est carrément intégré à l'univers Marvel, mais bon, c'est bon à savoir que c'est aussi un des, peut-être le premier, le plus ancien de l'heroic fantasy. Ah, et puis, ah bon, ben, tant qu'à faire encore un peu de pub pour moi, je fais un parcours historique en ce moment, c'est sur le site Billet Réduc. Si vous voulez aller voir, c'est le parcours des rois maudits. Les rois maudits qui ont été un grand roman de Maurice Druon et qui furent des séries qui ont été très populaires. Et il faut savoir que George R. Martin, justement, c'est là qu'on vit avec un peu l'heroic fantasy, comme quoi il y a des liens un peu en tout, avec tout. On parlait de Harry Potter un peu maintenant, de toute façon, avec la politique, j'ai l'impression que tout est un peu lié, c'est ça qui me passionne aussi. Et voilà, c'est un peu comme Dumas, les rois maudits. Et George R. R. Martin a dit que sa principale source d'inspiration, c'est les rois maudits. Il y a plusieurs sources d'inspiration pour Game of Thrones, mais que sa grande source d'inspiration, c'est les rois maudits. Et puis voilà, D'accord. il y a la malédiction qui pèse sur la France, il y a des sorcières, des envoûtements aussi, même si là, on n'est plus dans les royaumes imaginaires, mais dans le vrai Moyen Âge. Mais bon, tout est lié toujours. Voilà. Bon, justement, une des caractéristiques de ces Heroic Fantasy, c'est que c'est très réel, justement, c'est ça, c'est passionnant. J'avais
Le prénom, le nom de famille, c'était Chevalier. Mais je ne sais plus, vous le retrouverez avec les vidéos qui nous avaient un peu montré comment ils faisaient des cartes et tout. Et vous, est-ce que ça a été un grand changement en plus? Parce que écrire de l'heroic fantasy, c'est aller jusqu'à faire des cartes d'un royaume imaginaire. Ça vous a paru bizarre? Qu'est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette expérience? C'était une expérience. Alors, ça n'a pas été compliqué, ça a même été en fait le point de départ. Comme je disais tout à l'heure, en fait, le fait d'écrire de l'heroic fantasy, c'est vraiment ce qui m'a débloqué dans l'écriture. Parce que jusque-là, en fait, je n'écrivais que des poèmes et des nouvelles, donc des textes assez courts. Et en fait, quand j'ai commencé l'écriture des Gardiens des Mondes du premier tome, c'était censé être un conte pour enfants d'une vingtaine de pages. Et j'avais commencé justement par la création de la carte. Et le fait, en fait, d'écrire de l'heroic fantasy, il n'y a aucune limite. À l'imaginaire, il n'y a aucune limite dans l'écriture. Ouais, Et c'est ça c'est qui est vraiment super intéressant, ce qui m'a fait du c'est bien, cette passionnant. liberté qui m'a débloqué. Et bon, preuve en est, je ne sais plus, le premier tome, il doit faire 400 et quelques pages, je crois. Donc, on doit être dans ces eaux-là. Donc, c'est vraiment cette liberté totale dans l'imagination qui m'a permis de passer le pas vers le roman, du coup. Donc, non, ça n'a pas été compliqué du tout, au contraire. Eh ben, c'est génial. Et bon, ah bah, alors on peut dire justement, si vous avez, vous pensez que bon, trois tomes de 400 pages, ce sera peut-être un peu dur maintenant. Non, non, le premier tome fait 400 pages, mais Voilà, bon, les deux autres, on peut le dire, sont un peu beaucoup plus moins longs, court. de moins en moins longs d'ailleurs. Tout à Le fait. premier a été un peu long à lire. Voilà. Alors, voilà aussi également, toujours pour en rester là, ce que je trouve, alors par rapport à d'autres romans d'heroic fantasy, là, j'ai trouvé, alors c'est que les prénoms des personnages sont cette fois-ci vraiment bien trouvés et sont vraiment très rares. Je ne sais pas comment vous avez fait justement Théobald, Tibère, Moira, ça va, mais bon, c'est voilà, c'est plus dans les milieux anglo-saxons. Je vois tout Tout à un fait. Enguerrand, bon, c'est vraiment, il y avait vraiment une volonté. Vous êtes un peu, peut-être, comment dire, creuser la tête pour trouver des prénoms qui sont peu hésités et qui auraient vraiment une marque pour ce roman, ou c'est venu tout seul? Alors, bon, le but, c'était effectivement de rester quand même dans une dynamique médiévale, quelque part. Alors, moi, de base, avant d'être professeur de lettres, j'ai en fait suivi un cursus historique, hein. J'ai fait un master d'histoire. Donc, alors, je suis Moi, plutôt j'ai fait une licence. spécialisée de base en histoire romaine, mais c'est vrai que le monde médiéval, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Je lisais aussi beaucoup de romans historiques. Bon, j'en lis encore, mais c'est vrai que peut-être plus avant. Et bon, il y a des restes un peu de partout, je pense, dans le roman de Renard, pardon, notamment on a Tibère, hein, pour le coup, Ah, Théobald, je crois que alors quand j'y réfléchis, hein, ça doit venir d'un livre sur le roi lépreux, donc Baudouin IV, qu'on trouvait à Jérusalem, et donc c'est un livre, une saga de Juliette Benzoni, où on avait un Théobald, voilà, donc ça devait être un personnage qui me plaisait, ça m'est resté en tête. Bon, après, ça va dépendre. Les personnages plus secondaires, soit ça va être à l'oreille, voilà, et ça me plaît, ça sonne euh, bien, et je vais garder donc, ouais, ça, il y a ou je vais vraiment faire une une. petite recherche Internet, hein, pour le coup, c'est bien utile aussi. C'est dû Donc, quand même à une bonne connaissance de l'univers médiéval. Ouais, ouais. C'est intéressant, oui. D'ailleurs, quand je pense à Enguerrand, qui est dans votre roman, je ne sais pas si je l'ai dit, moi, je pense dans Les Rois Maudits à Enguerrand de Marigny, qui était vraiment le bras droit de Philippe IV le Bel, en fait, d'accord. qui a vraiment beaucoup fait pour. Ouais. Et qui est dans le roman. Tout est romancé, c'est vraiment comme Alexandre Dumas, tiens, si vous aimez Oui. les romans médiévaux, justement, c'est-à-dire que Alexandre Dumas, mais Alexandre Dumas, il a pris les mêmes personnages pour un roman médiéval, je ne sais plus, La Comtesse de Salisbury, je crois, qui n'est pas très connu, ces personnages-là, mais on connaît plus Alexandre Dumas, à part pour le comte de Monte Cristo d'ailleurs, Oui. c'était vraiment, il prend Louis XIV, et comme le Louis XIII, et bon, D'Artagnan existait aussi, il les fait exister, eh ben, il est plutôt connu pour cette époque-là.
le comte de Monte-Cristo n'a pas existé, mais même il prend des vrais ministres et tout dans le comte Ouais, de Monte-Cristo. Et pareil, voilà, voilà, là aussi, il écrit aussi bien que Dumas. Justement, j'avais tellement été émerveillé par Dumas que j'avais lu quand j'étais jeune que je me disais, il n'y a personne, il n'y a aucun auteur que je retrouve qui fait un truc aussi bon que Dumas dans le roman. Et bon, voilà. Et j'ai trouvé en Maurice Druon, qui est quand même de l'Académie française, qui a été ministre du tout à général de fait. Gaulle, j'ai trouvé qu'il était aussi bon que Dumas, il parlait aussi bien que Dumas, il avait un suspense aussi incroyable que Ouais. trouvait Dumas, et lui aussi il prenait des personnages comme Philippe le Bel, comme Enguerrand de Marigny, comme, comme Robert d'Artois, vraiment. Comme Robert d'Artois qui a été interprété par Jean Piat dans la série Les Rois Maudits, qui a rendu même Jean Piat célèbre grâce à cela. Jean Piat qui était de la comédie française, comme Maurice Druon était de l'Académie française, Jean Piat était de la comédie française. Il y avait de la qualité dans ce roman qui a beaucoup fait parler, fait jaser, marqué les générations. Ça commence un peu à être loin, ça ne nous rajeunit pas, mais il y en a quand même qui connaissent encore. Très bien, très très bien. Donc, vous l'aviez dit, vous êtes professeur de lettres et justement, est-ce que c'est plutôt une aide pour vous d'être professeur de lettres dans ces conditions pour écrire un roman ou vous pensez que bah, ça peut être plutôt un handicap dans un certain sens? Non, alors bon, moi en tous les cas, bon, c'est ce que je disais, j'écris depuis que j'ai 11 ans. Après, bon, le premier roman, je l'ai écrit quand j'étais encore sur la fin de mes études. Bon, après, c'est certain que en tant que professeur, on a la chance d'avoir des vacances, ça c'est vrai. Bon, après, c'est vrai que j'avance pas beaucoup, on va dire, dans l'écriture sur les petites vacances. Alors si, je vais mettre des idées sur le papier à droite à gauche, mais c'est vrai que c'est pas là où j'écris le plus longtemps et c'est plutôt les grandes vacances qui m'offrent cette opportunité. Donc oui, quelque part, ça aide à ce niveau-là d'avoir cette activité en parallèle bon, grâce au temps aussi qu'on peut avoir. Après, sur les petites vacances, bon, il y a souvent beaucoup de corrections et de préparation de cours. Donc là, pour le coup, je me contente de travailler sur mon boulot, on va dire, de professeur. Mais oui, ça peut être un avantage. Et puis, bon, après, le fait d'avoir le retour de certains élèves aussi sur l'écriture, ça, c'est agréable en tout cas. Ouais, en tout cas, je trouve que c'est très très bien écrit et on sent la patte de la prof de lettres et je trouve que c'est justement Gentil. c'est un avantage là-dessus comme vous avez lu et vous avez été obligé de lire beaucoup de textes, beaucoup justement, bon ça c'était dans d'une autre façon, mais des textes médiévaux de la littérature. Je pense que Oui, même actuellement on n'y coupe pas, donc voilà ça peut aider pour bien parler parce que bon des fois il y a des petites coquilles, c'est un peu bon, il faut ah, aller pour certains auteurs, ça peut être un peu, bon, moi ça me bloque pas trop, je suis bon public, mais bon, ça peut. Et en tout cas, même avec tous ces auteurs que vous avez dû lire, et puis comme sûrement, vous voyez un peu à la télé, peut-être des séries, ou des films récents et tout, vous avez quand même Mhm. plusieurs cordes à votre arc, je trouve. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, alors voilà, comment aussi, justement, je vais peut-être faire un petit retour sur la façon dont j'ai trouvé la structure. Moi, je l'ai vu un peu comme ça. J'ai trouvé que les deux premiers romans étaient assez quand même classiques, dans un sens classique, voilà, mais avec, bon, on voit bien que c'est vraiment bien ancré dans l'héroïque fantasy et aussi avec des intrigues très fortes sur l'héroïque fantasy, des vrais dangers incroyables. Le, le premier beaucoup. Le deuxième, il va encore plus fort sur le danger. J'ai trouvé Mhm. que parce que là on est bon, et on a toujours un peu peur de spoiler, mais bon là quand même ils sont sortis Oui, depuis quelques temps. c'est ça. Et bon, là, ils affrontent des géants. Alors là, et ils sont vraiment en danger. Là, j'étais vraiment, vraiment, chacun, on est vraiment pris on a vraiment ces émotifs. On se demande comment il y a un suspense terrible. On vous demande comment ils vont s'en sortir. Mais
avec les géants, on se dit, mais comment ils vont y arriver? Ils sont foutus, c'est incroyable. On peut dire aussi qu'à chaque fois, c'est à suivre, mais bon, voilà, il y a une intrigue quand même qui se finit. Ils arrivent un peu Oui. à vaincre les dangers. Et donc, voilà. Et là, face à des géants, on se dit, ils vont pas s'en sortir. C'est fini. C'est incroyable, ils sont foutus. Là, dans le deuxième, on prend le pire des dangers qui peuvent arriver. J'ai trouvé le pire de la situation. Et le troisième, c'est un peu, on est encore dans tout à fait tout ce qu'on a vu dans l'Heroic Fantasy, mais c'est dur à expliquer pour Dieu, mais oui, on n'a pas un peuple entier un peuple entier, par exemple, toute une armée qui va et qui menace le royaume. On se demande Mhm. comment le royaume va se finir et tout. Et là, justement, c'est peut-être pas un hasard que j'ai lu un truc plus psychologique du troisième. Là, on va plus dans la psyché des personnages. Il n'y a pas un grand danger, une armée qui, alors que Mhm. le deuxième, si vous voulez voir ça, c'est incroyable. On voit vraiment, bravo, on voit que les trois sont différents. Là, c'est ah ouais, on va encore respoiler un peu. C'est un peu deux individus d'une race qui, la race était complètement, voilà, justement, la race était complète. C'est pas les géants, mais c'était une race aussi qui avait posé des problèmes, qui avait causé un danger, de gens assez barbares, assez sauvages, Mhm. qui étaient dans le deuxième tome. Mais là, c'est pas voilà, je le ressens comme ça, que là, c'est pas une armée de ces gens-là qui se reconstitue, Mhm. non, ils sont presque tous morts, mais ils sont deux seulement, deux Mhm. individus, et ils vont pas mettre des royaumes en péril vraiment, de ce que je me souviens, non, ils Non, vont non. mettre c'est des individus dans leur structure qui vont arriver par des choses horribles qu'ils leur font, même si c'est pas militaire ce qu'ils font, Ouais. ils vont vraiment les pousser, presque je ne vais pas vraiment leur prendre leur âme, mais ouais, Oui, peut-être aller les pousser. Voilà, c'est pousser dans le côté obscur. C'est plus tout à fait. des individus qui vont vers le côté obscur. On voit plutôt la psychologie des gens. Et ça commence aussi par un drame, un truc qui m'a touché, dont j'ai été, quand le livre il commence, il y a un personnage, il va lui arriver quelque chose. Allez, je peux dire, il va mourir. Allez, tant pis. Allez-y, allez-y. Ouais, ouais, c'est le début. Je m'entendais pas. Pour moi, c'est quand même l'un des deux héros, Oui. un peu que je préfère et bon, qui Hmm. est les deux Moi héros aussi. les plus cheveux. Ah ouais, c'est marrant. C'est pour ça que je l'ai tué. Ah, bah, ouais, félicitations, il Curieusement. faut le faire. Qui est le plus chevaleresque. D'ailleurs, il y Hmm. en a. Et ça, c'est bien, vous prenez des risques parce que dans le premier, en plus, je vais dire encore, on s'attache à deux héros, il y a deux héros qui guident. Hmm. Dans le deuxième, ils sont séparés, qui dit de la petite expédition, ils sont plus ou moins séparés, je crois. Ils se retrouvent peut-être à un moment, mais on ne les voit pas beaucoup ensemble. Et dans Mhm. le deuxième, un des deux meurt. Alors, c'est tout un, un cheminement. Voilà, c'est incroyable. Je suis content de toujours découvrir ces romans et découvrir des choses que voilà, toujours aller de surprise en surprise, des choses qui n'ont jamais été faites. Même avec tout ce qui a été fait de nos jours, on découvre beaucoup de choses avec cette découverte de cette chaîne et de ces romans. C'est pour ça que j'adore m'occuper de cette chaîne, quoi qu'il en soit, même si c'est pas toujours, les choses sont pas toujours évidentes. Et alors donc, est-ce que vous l'avez vraiment préparé, tout ça, c'était vraiment mûrement réfléchi de votre part, toute cette structuration? Alors, quand j'écris en général, bon, j'ai le début, j'ai quelques lignes directrices. J'ai pas souvent la fin. Et c'est vrai, bon, je sais j'ai des amis auteurs qui structurent énormément, qui savent chapitre par chapitre ce dont ils vont parler. Moi, c'est vrai que je me laisse le luxe, la liberté en fait de dire et d'écrire ce que j'ai envie en fonction de mon humeur. Donc voilà, je me laisse vraiment carte blanche et je sais plus ou moins vers où je vais, mais j'ai pas envie de m'enclaver, de mettre des barrières quand j'écris parce que ça doit rester un plaisir et une liberté importante. Enfin, en tout cas, c'est très important pour moi que d'avoir cette liberté dans l'écriture. Et en fonction du jour, en fonction de l'humeur, on va pas écrire de la même chose, on va pas écrire sur les mêmes sujets, on va pas transmettre les mêmes émotions. Donc
En tout cas, sur la fin, sur le tome 3, c'est vrai que je cherchais à ce que ce soit un peu surprenant, que ce soit pas quelque chose d'attendu. Alors après, on n'y arrive pas, hein, mais c'était un peu l'objectif. Et même si Moira n'est... Bon, pourtant, c'est un personnage, je pense, qui a quelques traits de caractère de ma petite personne. Même, bon, voilà, si je ne suis pas la magicienne, mais... voilà, je voulais lui redonner un peu de pouvoir dans le tome 3 et faire une femme forte quelque part, hein, malgré le fait que de base c'était Tibère mon préféré depuis le début. Bon, même si je préfère écrire sur les méchants en général, parce que ça c'est drôle, en tout cas dans l'imaginaire, c'est très drôle à créer des méchants. Mais c'est vrai que Tibère, d'un point de vue moral et du point de vue de sa complexité, peut-être de ses différentes facettes, c'est celui que j'affectionnais le plus. Mais voilà, je voulais redonner un peu de force à Moira, qu'on retrouvera notamment dans la suite des épisodes. Alors, c'est une trilogie, elle est terminée, mais il y en a un prochain qui est en cours, un spin-off, et Moira aura aussi toute son importance. Voilà. Alors oui, vous avez votre dernier tome, il était en quelle année? Ça doit être 2019, je crois. Oui, c'est ça, 2019 pour le dernier tome. Après 2020 ou 2021, j'ai réédité le premier tome, donc en nouvelle édition, étant donné qu'il était d'abord paru chez un éditeur. Donc je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dû reprendre mes droits assez rapidement. Et donc, voilà, j'ai réédité le premier tome pour qu'il y ait aussi une homogénéité dans les couvertures, car j'étais passée par un très bon illustrateur qui s'appelle Lou Ardent, hein, qui est de Lavénois pour les tomes 2 et 3. Donc, c'est lui qui a accepté de refaire la couverture du tome 1. Et donc, voilà, le troisième tome date de 2019, entre-temps réédition du premier tome. Et donc là, je devrais terminer cette année. Donc, non pas le tome 4, il se lira Ouais, un indépendamment, spin-off mais la plutôt. suite. Voilà. D'accord. Et il y a d'autres projets Oui, alors, ça s'arrête pas, pensez-vous. Alors du coup, bon là, ça fait un peu plus d'un an qu'un autre roman, donc plutôt axé science-fiction, roman d'anticipation, donc est terminé. Alors celui-ci s'intitule La prophétie du rat noir. Donc de base, ça devait être un roman graphique. Bon, malheureusement, j'ai dû interrompre l'association avec l'illustrateur. Donc là, je l'ai envoyé il y a à peine 2 semaines aux maisons d'édition, donc à voir s'il sera accepté et si les éditeurs feront le choix d'en faire un roman graphique ou si voilà, ce sera un roman tout court. Après, il peut aussi se présenter sous la forme d'un roman. Il n'y a pas tellement de problème là-dessus. Donc, à voir ce que ça va donner. Donc ça, la prophétie du rat noir. Donc là, je m'écarte un petit peu de l'héroïque fantasy. Le roi voyant. Donc ça, ce sera la suite des gardiens des mondes. Et après, donc il y a un recueil de nouvelles aussi sur certains personnages de l'Entremonde, hein, pour ceux qui ont lu le tome 1. Voilà, donc là, ce sera quelques nouvelles qui parleront surtout des hommes loups, de leurs rencontres, Ah, ok. etc. Et après, il y a un conte pour enfants aussi qui me trotte dans la tête. Donc, ce sera Le voleur de papillons, je pense. On verra peut-être pour le titre s'il change ou pas, mais voilà. Donc, il y a des projets en cours. D'ailleurs, j'ai pas dit aussi, vous avez vous écrivez également des romans pour enfants avec votre père, je crois, si vous pouviez nous montrer. Alors, mon père, c'est toujours mon premier lecteur, hein, que ce soit les contes ou les romans ou quoi que ce soit, c'est toujours mon premier lecteur. Là, par contre, c'est ma maman qui a été l'illustratrice. Donc, j'ai fait 2 contes. Vous avez ici Gamin et le larcin de Noël. Donc là, vous le voyez peut-être à l'envers. Et le deuxième qui était paru, donc Gamin et les 2 voyageurs, donc avec 2 petits perroquets qui sont inspirés de Ah ceux que ouais. j'ai à la maison. C'est vrai que vous parlez de votre père comme premier lecteur et que j'ai un Oui, peu, et puis c'est toujours. vrai que c'était avec votre mère. Et il va y en avoir d'autres, des gamins? Oui, alors ça, je pense, oui. Bon, ma mère est toujours partante, hein, donc il n'y a pas de souci, je peux la solliciter. Donc, c'est pas. Oui, c'est. Alors, j'ai pas encore prévu d'histoire, mais ça pourrait tout à fait se poursuivre. D'accord. Et pour finir, où on peut vous trouver sur les réseaux sociaux? Alors, ce sera principalement sur mon compte Facebook, donc Manon Kolanek, auteur. Alors, j'ai également un site internet, mais très honnêtement, que j'alimente pas trop, hein. Je suis pas née à la bonne époque, hein, donc c'est vrai que Internet et compagnie, j'ai parfois un peu de mal ou un manque d'intérêt par moment. Mais c'est principalement du coup sur ma page Facebook. Et sinon, pour le site internet, c'est manonkolanek.upside.fr. Très bien. Ah oui, et puis dernière chose qu'il faut signaler,
vos romans ne sont pas sur Amazon, comment on fait pour les commander? Alors, il suffit de m'envoyer un petit message privé par le biais de Facebook. Et puis, donc, moi, je passe souvent par Mondial Relais. Au moins, les frais de port ne sont pas très chers et ça me permet d'éventuellement faire une petite dédicace si vous le souhaitez. D'accord, très bien. Ben, je suis vraiment ravi. J'ai vraiment apprécié vos romans. Je suis Merci. ravi de vous avoir reçu. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Bon, ben, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, j'espère que vous apprécierez cette auteure charmante qui en vaut le coup. J'espère vraiment que voilà, vous aimerez lire, ou si vous avez des enfants, ces romans pour enfants qui semblent très bien, ou cette super trilogie, Les Gardiens des Mondes, vraiment un- toute une trilogie formidable et que comme beaucoup, là, j'ai encore été bluffé parce que c'est vraiment bien fait. Et voilà, il y a des surprises, il y a des choses vraiment très profondes. Et vous Merci pouvez, beaucoup. s'il vous plaît, voilà, ce serait vraiment bien j'ai j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai plus de 1 000 abonnés, mais la chaîne galère encore. Alors, si vous pouviez vous abonner, puis faire des vues un petit peu, en parler autour de vues, ce serait vraiment très gentil. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'auteurs comme Manon qui méritent d'être connus et qui méritent C'est qu'on parle d'eux, gentil. que je suis ravi de connaître et de faire connaître, j'espère. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, Michael. Merci Manon.